Pour se joindre à la discussion, j'inviterai M. C. Waterhouse, ancien officier de sécurité informatique. Madame Geneviève La Jeunesse, directrice des opérations à Crypto Québec. Monsieur Damien Bancal, journaliste spécialisé en sécurité informatique. Et le modérateur, Monsieur Patrick Mathieu, cofondateur du Hackfest. All right, so it's going to be English et français, so Friendlish. We're going to go over the question we received that we have, and if anyone have question after and if we have time, we're going to go through it. All right. Première question. Quels sont les plans du Canada pour mettre en place une loi stricte et similaire au RGPD qui pénalisera les compagnies qui ne divulguent pas les failles qui contiennent des données de citoyens? What are the Canada's plans to enforce a law similar to GDPR that will penalize companies for not disclosing flaws that contain data from citizens? So we'll start with Karina. Okay, thank you very much. So we have been studying what other countries around the world are doing over the past year, but even before that. And yesterday, I believe it was yesterday, the government announced an update to PIPEDA to ensure that private enterprises have an obligation to inform the public and inform the government when private information has been compromised. And that's kind of the first step that we've taken. But in addition to that, the Minister of Innovation, Science, Economic Development is currently conducting a data and privacy review in Canada. Those consultations are currently ongoing, and we'll hopefully have the outcome of that early in the new year into the spring. But this is something that as a government we are very seized with at the moment, to understand how we can best protect Canadians' data, but also ensure that we're working with the private sector to make sure that they have the tools and the resources that they need to protect the information that they have. So this is an ongoing project, but we are very much looking at what other countries have done, trying to learn from their experiences and provide a Made in Canada solution. Great, thank you. Steve, any idea on how this can be implemented on your knowledge of government? Well, the first step, bon, on va dire en français, ça va être bien mieux. Vous comprenez le français. La première... Parfait. Ben, on va s'aider comme ça. C'est parfait. C'est parfait. La première étape, c'est vraiment une conscientisation du problème. Présentement, on a un paquet de menaces. Comme la ministre a dit, il y a beaucoup d'acteurs internationaux, autant criminels, autant des États qui veulent venir s'en prendre à notre propriété intellectuelle, premièrement, après ça, à notre mode de vie, à notre façon démocratique de pouvoir faire notre travail puis vivre au jour le jour. Cependant, si chacun d'entre nous ici dans la salle, on repart avec cette idée-là de protéger, nos PC, nos appareils, surtout la connectivité sans fil, comme ici dans l'hôtel où c'est du n'importe quoi qui circule, où tout le monde se connecte et si jamais personne utilise du chiffrement approprié, bien, on peut écouter, on peut consommer l'information que les personnes échangent sans avoir trop de difficultés. Fait que si les gens appliquent une cyberhygiène de base dès chez eux, avec l'usine média, bien, dans la place, le lieu de travail, ça va être capable de se répercuter. Fait que, veux pas, c'est des éléments, ce que j'essaie de dire, c'est des actions de petit niveau, à notre niveau personnel, qui va se refléter après ça à l'entreprise et surtout après ça à la partie gouvernementale. Le gouvernement, ils ont quand même sont un gros joueur sur la scène internationale. Non, il n'y a pas encore de capacité offensive. Puis c'est pas une chose qui devrait être la première à considérer. Je travaille sur les comités pour être capable d'amener des gens comme vous autres à faire partie peut-être d'une force de cybercapacité avec les forces canadiennes, puis en collaboration avec le CST, mais c'est encore à l'état embryonnaire. Mais si jamais ça prend forme, tout comme les Five Eyes, les autres pays dans le monde en ont de cybercapacité offensive, je veux dire, c'est pas parce qu'on va en avoir demain matin 200-300 personnes ici au Canada qu'on va faire une différence avec les 150
250 000 qui sont réguliers dans l'armée chinoise. Fait que c'est là que j'essaie de faire un petit peu le contraste, mais qu'on a besoin quand même de gens qui sont très compétents comme vous autres ici, puis qu'on soit capable à ce moment-là de répondre à la menace, mais surtout à en faire la prévention. Comme a été le mois d'octobre dernier, le mois de la sensibilisation à la cybersécurité, il faut garder ça en tête, il faut garder en ce moment-là vivant le sujet pour être capable d'amener tous et chacun à protéger le petit information qu'on a, notre information personnelle, mais après ça, aider l'ensemble des acteurs, tout comme on fait ici en fin de semaine. Damien, ton point de vue un peu plus Europe. Oui, et puis ce qui est très intéressant, c'est que moi, je viens un peu dans ce qu'on appelle le concret. Je travaille entre la France et le Canada, par exemple, pour ce genre de fuite de données. Et j'ai pris juste un exemple. Je suis venu avec ma blonde, qui d'ailleurs est à côté d'un bébé, et ça, c'est une mauvaise idée. Mais plus sérieusement, on a fait le tour de la galerie marchande Laurier. On a magasiné, ça c'est un mot qu'elle a appris par cœur, ça je le confirme. Toujours est-il que le nombre de magasins qu'on a pu voir, c'est des mots de passe collés sur les tables, c'est des cartes bancaires qui traînent, ce sont des factures avec des noms. Ça, c'est déjà la base d'une fuite de données. On parle du RGPD, mais ça déjà à faire comprendre, alors, c'est pas péjoratif à ce que je veux dire, mais à la simple caissière que une fois qu'on a les données personnelles d'un client, même sur papier, on ne le jette pas à la poubelle, mais on le met dans un coin, ou que, moi je l'ai vu avec notre carte bancaire, hein, on a eu encore 2 achats avec un sabot. Je revenais 10 minutes plus tard, je partais avec le papier. J'ai pas la bonne signature, on peut le refaire. Et je ramène une autre carte bancaire. Donc je pense que c'est aussi éduquer papa, maman, papy, maman. Je vois la publicité qui est en ce moment, enfin la publicité c'est en tout cas à propos du cannabis au Canada. Quand je vois les messages qui sont passés, il faudrait un peu la même genre de choses. Alors pas pour le cannabis, hein, attention, soyons pour les enfants, hein, j'entends. Hein. Mais à l'école, avec les instituts, avec les parents, en France, vient de sortir un petit livret qui va être offert à tous les péages. Et c'est quoi? C'est un cahier de vacances où papa, maman, les enfants, papy, mamie, dans la voiture, vont pouvoir parler de cybersécurité. Moi, je suis pour ceux qui écoutent le podcast French Connection, je l'ai passé, hein. Mais plus sérieusement, c'est de dire que la sécurité informatique, c'est quelque chose de complexe, mais qu'on doit tenter de démocratiser un maximum et en parler simplement. Il faut que ça soit l'humain d'abord. Ça, c'est une phrase que j'aime bien, c'est « Ah, on a tous des claviers, hein, on a même des gens qui ne savent même plus taper leur mot de passe. » C'est pour dire. Mais c'est l'humain d'abord et la sécurité informatique, parce que moi, je le vois en France et en Europe. Vous parlez de RGPD. Alors, deuxième pub. Demain, à 14h30, il y a ma conf sur le RGPD entre la France et le Canada. Je suis à plus de 260 entreprises canadiennes et surtout québécoises, parce que mon anglais il est comme ça, donc je parle que français. Mais plus sérieusement, les 260 entreprises, dont certaines, c'est vraiment ce qu'on appelle du VIP+, n'ont toujours pas corrigé, n'ont toujours pas répondu. Aujourd'hui, il y a peut-être nos données, aussi bons soit-on. Il y a peut-être les données de mes enfants. Je pense à votre bébé, mon épouse. Enfin... Mais si je t'arrête un petit peu, si on y va au côté... Comment mettre ça en place au niveau du Canada? Est-ce qu'il y a une initiative? Est-ce qu'il y a quelque chose pour dire, monsieur, madame, tout le monde, comment faire la sécurité de base? Parce que le problème en informatique, puis toutes les techniques de hacking qu'on voit au Hackfest, c'est assez avancé. Mais la plupart des attaques, c'est un courriel, un phishing, un mot de passe sur... Social engineering? Oui, social. Est-ce qu'il y a un point de vue au niveau du Canada pour avancer ça? La base pour qu'elle devienne meilleure? Je vais te laisser parler premier et puis je réponds. En fait, le problème, c'est la notion de responsabilité. Dans cette question-là, je vois comment on va rendre ce principe-là de protection des données la responsabilité de quelqu'un. Parce que vous allez dire, bon, tu sais, dans votre travail en sécurité d'information, vous êtes responsable, puis dans votre vie personnelle, ben, vous êtes responsable de vous comporter de façon intelligente au meilleur de vos connaissances pour pas vous nuire à vous-même. Hein? Puis, normalement, ben, au sens de la loi québécoise, quand on voit quelqu'un qui est en train de se nuire, on est censé lui porter assistance. Et moi, j'ai l'impression qu'on est un peu en mode, il y a un accident d'auto majeur partout autour de nous au niveau de la sécurité d'information parce que les gens ne sont pas trop conscients. Le règlement général sur la protection des données, pour le commun des mortels, pour vos oncles, vos tantes, c'est le truc qui leur dit, acceptez-vous les cookies, oui, non. Puis l'information n'a pas tant circulé. La raison pour laquelle l'information n'a pas tant circulé, c'est que je pense que les gens sont rendus très, très, très cyniques par rapport à ça. Ils se disent, ben oui, une belle loi, c'est le fun, mais Facebook a échappé des millions de comptes, des milliards de points de données, puis il n'y a pas de conséquences. Ils vont en parler dans des comités, puis ça va mourir au feuilleton. Donc,
ça prend des gestes concrets pour casser ce cynisme-là. Puis ce sont des gestes concrets qu'au-delà de, tu sais, chacun prend sa responsabilité personnelle puis essaie de s'améliorer dans sa gestion de mots de passe, peu importe. Mais il y a un bout où est-ce que ça prend quelqu'un qui tire le train, là. Ça prend des engagements au niveau des législateurs pour dire, ben nous, on n'accepte plus ça, nous, on calcule que c'est vraiment un problème pour les Canadiens. Puis on a regardé la situation à 360 degrés parce que, bon, quand on a une personne, elle va magasiner, elle vote, elle a un assureur, elle a un dossier à la clinique, son dentiste peut l'identifier s'il meurt. Je veux dire, il y a plein de points de données sur une personne qui existe, puis présentement, c'est pas uniforme à quel point ces données-là doivent être protégées. Mes données bancaires sont beaucoup mieux sécurisées que ce que les partis politiques savent sur moi. Ça, c'est illogique. Micro. Ouais. Pas micro. Ah, mais c'est vraiment intéressant ce que vous disiez. Je vais essayer de le dire en français, sinon je vais changer en anglais. Mais le Suède, par exemple, a fait, avant de son dernière élection, on envoyait une carte postale à chaque citoyen. C'était une carte postale pour les procédures d'urgence, mais ça incluait une attaque cyber et ce que tu devrais faire pour te protéger à toi-même. Alors, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est quelque chose que nous, comme gouvernement, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accéder aux Canadiens, pour lui avertir. Et une chose, c'est ce que Stephen avait mentionné l'année dernière, le mois passé, l'octobre, était le mois de protection de cyber, non? Mais et nous avons des campagnes de Get Cyber Safe et tout ça, mais comment est-ce que tu veux vraiment accéder aux Canadiens? Parce que les gens dans cette chambre ici savent que c'était le mois de cybersécurité, mais si tu vas parler avec mon père, il ne savait pas, non? Et c'est aussi des gens qui font des actions qui sont... ils ne pensent pas qu'ils sont mal. Ils ne pensent pas qu'il y a des attaques qui pourraient venir pour infecter leurs ordinateurs ou leur téléphone ou ce que ce soit. Alors, nous sommes en train de penser comment sensibiliser les Canadiens d'une manière plus nationale, puisqu'on peut vraiment accéder aux gens. Mais aussi, c'est la question de la responsabilité, c'est autre chose qui est important. Parce que pour moi, c'est difficile. Ben, on sait qu'une organisation pourrait faire toutes les bonnes actions, pourrait se protéger d'une manière qu'on sait des plus avancées, mais ils sont encore vulnérables et ils pourraient être encore une victime d'une cyberattaque. Alors, est-ce que c'est vraiment de les punir? C'est une question qu'on devrait demander. Et où la ligne au final? Ouais. Comment on peut punir un... Oui, et l'autre chose que j'aimerais mettre sur la table aussi, c'est que nous avons besoin de vos idées. Vous sont les experts, vous sont les gens qui sont sur les lignes frontières, qui voient les attaques chaque jour. Et je sais qu'il y a d'excellentes collaborations avec le CST, avec le CISES et tout ça, mais nous avons besoin de ces idées comme politiciens et comme gens qui font les politiques, parce que comme j'ai dit au principe, ce n'est pas mon sphère d'expert. Je ne sais seulement ce que je sais à part de vous. Alors vraiment, ces dialogues sont tellement importants pour nous comme politiciens, comme les gens qui font les nouveaux politiques. Parfait. Steve, dernier point rapide. Oui, certainement. Je vais tout de suite apporter une suggestion, Mme Good. Et ce sont vraiment les hauts fonctionnaires qui, présentement, c'est le goulot d'étranglement entre l'innovation et l'adaptation à la menace. 2 fois, je me suis entretenu avec des sous-ministres adjoints à la sécurité publique, juste dans le cas d'Ashley Madison. Et comment est-ce que, après enquête, tout ce qu'il y en a résulté, une fois que c'est une enquête bilatérale d'ailleurs qui a été faite avec l'Australie, ben, c'est tout simplement un slap on the wrist, donc une tape sur les doigts qu'ils ont reçu, cette compagnie-là. On n'en sait pas plus s'ils ont actualisé davantage le mécanisme de protection d'information. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a un cynisme qui s'installe par rapport à ces résultats-là qui vont nulle part. Mais une première suggestion que j'aurais à vous faire,
ben, c'est que le gouvernement impose à ce moment-là qu'il y a un contrôle de qualité supérieur avec le matériel et le logiciel qui est développé. Autrement dit, on a tous acheté nos lumières d'Halloween qu'on vient de remiser, on met ça avec les lumières de Noël. Il y a tout un CSA, Seal of Approval, autrement dit, un testing électrique qui est fait sur le matériel électrique qui est utilisé. Et si jamais il n'y a pas ce saut-là, je crois qu'il ne peut pas être vendu sur les tablettes. Alors, pourquoi qu'on n'a pas un programme de conformité similaire envers du logiciel, envers du hardware, qui pourrait à ce moment-là faire un petit peu mieux état de la sécurité qu'on appose. Je sais que c'est quand même un but, un très lointain but, parce que c'est quand même des gros manufacturiers, mais si on regarde dans l'actualité aujourd'hui, les manufacturiers sont de plus en plus sensibles à ne pas avoir la première page sur le hack. Eux autres vont à ce moment-là avoir contribué à être responsables. Et à ce moment-là, si on les amène, un peu comme RGPD, si on les amène à ce moment-là à se dévoiler puis s'engager, bien, je crois qu'on va gagner déjà une première bataille dans cette guerre-là. Merci. Passons au prochain point. Comment gérer les fausses nouvelles ainsi que toute forme de manipulation sans compromettre sur le principe de la liberté d'expression? How to handle fake news as well as any form of manipulation without compromise of the principle of freedom of expression? This is a hard one. Who want to start? Geneviève? OK, oui. En fait, ma première réflexion par rapport à ça, c'est que, bon, ce qu'on parle de phénomène des fausses nouvelles ou des nouvelles qui sont amplifiées par des méthodes plus ou moins transparentes, de notre point de vue, qu'on comprend comment ça se diffuse, on se dit, bon, c'est évident que c'est pas si... on entend parler des opérations russes, puis en fait, on se dit, bon, ça, c'est 10 gars autour d'une table qui ont fait ça une journée, puis là, les médias partent en peur avec ça. Mais du point de vue des gens qui sont moins techniques, là, les gens ne sont pas dupes, hein, ils savent, ils voient ces nouvelles-là arriver, ils se disent, c'est quelqu'un qui a fait ça, ça m'a pas trop l'air légitime, mais je suis quand même d'accord avec une partie de ça, où ça me fait réagir un petit peu. Je pense que c'est ça qui est super dangereux présentement dans le type de réponse que je vois par rapport à ça, c'est qu'on perd la notion d'humanité dans nos réactions, on se dit, ça c'est faux, fait que ça ne devrait pas exister. C'est la différence du fait avec ton opinion, finalement. Là. Tandis que, oui, il y a des espèces de fables sociales qu'on voit, là, la dernière, je pense, sur Jack Mitzing, qui serait recherché dans je ne sais pas combien de pays. Il faut être à l'écoute de ça, de se dire, il y a quelque chose là, du fait que ça fasse réagir. C'est ce phénomène-là qui doit nous intéresser. Le phénomène des fausses nouvelles, est-ce qu'on va dire aux plateformes, vous devez censurer le contenu? Moi, j'y crois pas trop, honnêtement. Parce qu'est-ce qui va arriver la journée où est-ce que vous avez une super bonne idée, puis vous avez une façon qui est programmatique de l'amplifier, puis là, la plateforme va vous dire, ça marche pas, ça, on va la censurer. Puis il y a eu plein de cas de ça où est-ce que, exemple, récemment, la semaine dernière, il y avait un article sur la famine au Yémen, puis il y a une photo d'une enfant qui n'avait pas de chandail, puis là, ça a été bloqué par Facebook parce que c'était de la nudité, comme si c'était de la pédopornographie. Ça paraît super mal, puis on réagit quand ça paraît mal dans les médias pour les plateformes, mais je pense qu'il faut plus s'interroger sur est-ce qu'on est capable de simplement marquer, de rendre plus visible que ce contenu-là, il y a une authenticité un peu pouette-pouette. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que même si on fait ça, les gens ils vont les partager, ces nouvelles-là. Le nombre de fois où les gens vont partager des articles où ils n'ont pas lu l'article, la majorité des gens font ça. Là. Peut-être que vous ne le faites pas parce que vous êtes une personne qui a l'attention aux détails, mais ça, c'est parce qu'on est des professionnels de la sécurité. Le monde ordinaire font comme Jack Mitzing, recherché, je ne savais pas ça, partagé. Donc, il y a un problème là. Donc, il y a la question de liberté d'expression, mais aussi la question de comment on ne perd pas le dialogue, comment on n'isole pas les gens dans des espèces de bulles, où est-ce que là, après, la personne qui a partagé ça, là, je vous dis, sur YouTube, vous êtes toujours à 2 vidéos de tomber sur un truc, je nommerai rien, là, je vais l'amplifier juste par... en tout cas, bref, ces algorithmes-là isolent les gens dans des bulles où est-ce que tout d'un coup, ils se mettent à considérer des idées qui leur ressemblent pas. Puis la réaction des gens face à ça leur fait sentir qu'il n'y a plus personne qui les reconnaît non plus comme étant une personne raisonnable. Fait que, oui, je pense que les plateformes ont un travail à faire de dire, bon, c'est sûr que Totally Real News Website from St. John's, New Brunswick.com, c'est probablement pas un site légitime, puis de le marquer.
Mais au-delà de ça, je pense qu'on doit se doter d'une résilience sociale. Je pense qu'il Ouais. faut parler de ça, il faut parler à notre mononcle qui a partagé une nouvelle sur Jack Meeting, puis dire, tu sais, je comprends que tu veux pas voter NPD, mais ça, c'est faux, puis quand tu le partages, le monde, il lise pas plus l'article que toi. Damien? D'y avoir ces conversations-là. C'est le gros problème. Nous, en France, on parle énormément de fake news, mais je ne sais pas si vous avez vu aussi, c'est que la grande majorité des fake news, de ces fausses nouvelles, sont diffusées aussi par des ados qui veulent s'amuser. Vous avez vu cette fake news de ces jeunes qui ont diffusé sur 4chan le fait de dire « diffusons ce signe en photo, ça fait white power ». À la base, c'était du troll, c'était juste pour s'amuser. Je trouve pas ça drôle, je vais être très clair avec vous. Le problème, c'est que d'une sale blague,